Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bouzou. Pour son livre La civilisation de la peur, pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir, c'est chez XO Éditions. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va parler du livre, bien sûr, il y a plein de choses à raconter, mais juste d'abord dans l'actualité, j'aimerais vous faire réagir. D'après une info, Le Figaro, le président de la République s'est invité hier lors d'une réunion de coordination de la majorité et a estimé, je le cite, que nous n'avons pas un problème de dépenses excessives, mais un problème de moindres recettes. On parle des recettes fiscales, du déficit. Il a raison, il a tort. Il a raison et il a tort. Voilà, exactement. non, mais quand on regarde ce fameux dérapage dont on parle, donc ces 25 milliards d'euros qui ont disparu en quelque sorte. Un gros bout, on l'a expliqué hier, venait de l'immobilier, des recettes fiscales. Exactement. Donc c'est vrai que cette erreur d'anticipation, au fond, du gouvernement, elle est liée au fait qu'à partir de la fin de l'année dernière, il y a eu moins de recettes fiscales que ce qui était prévu. Alors, en effet, parce qu'il y a beaucoup moins de recettes, en effet, issues de l'immobilier. C'est vrai qu'il y a aussi eu moins de recettes de TVA parce que l'inflation a ralenti un peu plus que prévu. Bon. Mais fondamentalement, quand même, si on prend du recul, si on regarde non pas ce dérapage, mais si on regarde notre problème de finances publiques qui date de l'année où je suis né, puisque ça fait très exactement 47 ans que nous n'avons plus connu un budget à l'équilibre, en fait, on voit bien quand même que c'est plutôt un problème de dépenses publiques, puisqu'on a, tous les gens qui nous regardent le savent, pardonnez-moi, mais je le répète quand même, on a la dépense publique la plus élevée au monde, enfin dépenses publiques, État, dépenses sociales, etc. Et les prélèvements obligatoires les plus élevés au monde. Donc on voit bien que le sujet, c'est quand même un sujet de dépenses. La dette française est insoutenable, nous a dit hier Nicolas Bavrez. Mais moi j'entends Pierre Moscovici qui a dit quelques jours que ce n'est pas le cas. Alors insoutenable ou pas notre déficit, notre dette? Parce que pour l'instant, elle est soutenable puisqu'on la finance. Ben voilà. C'est là où je me dis, on s'excite tous. Enfin, beaucoup, moi, je m'excite pas. On dit que la situation est grave, mais quand on voit, il n'y a pas de tension sur les conditions de financement de la France sur les marchés financiers. Voilà. Il n'y a aucune tension, mais en fait, là encore, pardonnez-moi, hein, mais les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tension dans la mesure où les taux, en effet, ne bougent pas pour l'instant. Hein. L'OAT 10 ans, il bouge pas. Alors, il a connu beaucoup de variations ces dernières années, mais là, il est à peu près stabilisé aux alentours de 70, de 80. Le spread de taux avec l'Allemagne a même en fait plutôt eu tendance à se réduire un peu. On est moins de Donc 50 en fait, pour les marchés, il n'y a pas de sujet. C'est un non-sujet. Mais fondamentalement, on a quand même un sujet dans la mesure où on voit que la part des intérêts de la dette dans le budget de l'État est de plus en plus importante. Et ce que nous dit la Cour des comptes, pour le coup, Pierre Moscovici, c'est que en 2027, alors ce sera peut-être plutôt 2028, mais en tout cas, à relativement brève échéance, les intérêts de la dette vont devenir le principal poste budgétaire pour l'État. Et ça, ça ne peut pas laisser insensible. C'est quand même complètement idiot qu'on dépense plus d'argent pour les intérêts de la dette que pour l'éducation, la transition énergétique, la sécurité, enfin tout ce qui nous importe. Donc, il faut réduire les déficits, mais on n'a pas besoin d'augmenter 3 points de TVA tout de suite. Oui. Alors, sur quelle trajectoire? Très bonne question. Aujourd'hui, la trajectoire est attendue de la part du gouvernement sur la trajectoire financière la prochaine année, tous les efforts qu'il faudra faire pour y arriver. On va attendre de voir, mais ce totem, c'est 3% en 2027, il faut lâcher ou il faut tenir coûte que coûte? Alors non, pour moi, en fait, ce n'est pas vraiment le sujet, et je vais reprendre le terme qui est employé par Nicolas Bavrez, qui est le bon. Non, mais en fait, ce à quoi il faut s'engager, c'est à changer un certain nombre de choses pour que nos déficits se réduisent. Ce n'est pas les réduire, parce que réduire les déficits, là, tout de suite, moi, je sais faire. Hein. Vous augmentez la TVA de 2 points et la CSG d'1 point, vous allez réduire les déficits. La croissance est à 0. Vous allez désespérer tout le monde. Voilà. Donc, il ne faut pas faire ça, ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut se dire, d'une part, quel est le problème de fond? Le problème de fond est simple à comprendre. C'est le fait qu'on a un État plus sécurité sociale qui est trop protectrice par rapport à ce que l'économie française est capable de générer en matière de recettes fiscales. Et donc, comme il y a un consensus très large pour garder notre État-providence, il faut se dire déjà, il faut qu'on travaille plus, qu'on soit plus nombreux à travailler, etc. C'est le discours du gouvernement. C'est ce que dit le gouvernement. Il a parfaitement raison. C'est le discours porté directement par le Premier ministre. Pas vous et moi, parce qu'on travaille beaucoup. Non, mais donc c'est la réforme de l'assurance chômage. C'est-à-dire plus de personnes dans l'emploi. Plus de personnes dans l'emploi, exactement. Donc tout ça est parfaitement juste et donc il faut continuer là-dessus. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire avec la réforme des retraites, ce qu'on continue avec l'assurance chômage. Donc je soutiens à fond ces changements. Par contre, il y a quelque chose que le gouvernement ne fait pas et ne dit pas, et qui est même un peu un refoulement dans l'inconscient qui est exprimé par le président de la République hier, c'est qu'on ne regarde pas en face le fait que notre sphère publique est quand même inefficace. Pardon, mais qu'on a des doublons absolument partout. Ça, on le dit depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oui, mais alors pour le coup, on n'a jamais rien fait. On le dit. Oui, mais enfin, on le dit, mais pas précisément, parce que, pardonnez-moi, je vais dire du mal de mes petits camarades, mais tous ceux que vous invitez et qui tiennent le même discours que moi vous disent qu'il faut réduire les dépenses publiques. Non, mais ça, c'est facile à dire. Le sujet, c'est comment on fait et où. Et bien alors, comment on fait? Je vais vous prendre un exemple très concret. On a fait, par exemple, dans le domaine de la santé, de l'administration de la santé, on a fait les ARS, c'est-à-dire qu'on a déconcentré l'administration de la santé au niveau local. Ouais. On n'a absolument rien changé
au ministère, à la structure du ministère, avenue de Ségur, à 4 km d'ici, ça c'est des doublons. Et ce sujet-là, vous ne le réglerez pas si vous n'avez pas le courage de lancer un débat sur le statut de la fonction publique. Oui, le statut des fonctionnaires. Parce qu'il y a un moment où il faut dire à un certain nombre de gens, bah écoutez, on va vous voulez en supprimer des postes ou vous voulez Moi, je veux supprimer des postes, oui. Ou si vous voulez les transférer dans d'autres services. Les transférer, on le fait déjà. Ouais. On fait déjà transférer des postes. Les villes transfèrent déjà des postes dans les communautés d'agglomération. Donc en fait, ce jeu de bonneteau, on le fait déjà. Donc il faut aller plus loin. Mais ça, c'est un sujet de campagne présidentielle, parce qu'il faut, pour que ce soit faisable, que les Français disent oui ou non. Donc ça doit passer par le filtre d'une élection. Si les Français disent non? Ah bah si les Français disent non, on peut avoir en effet Alors déjà, on va payer ces intérêts de la dette, donc c'est complètement idiot. On ne pourra plus financer nos priorités. Et puis à terme, il est tout à fait possible, pas tout de suite, mais qu'on ait une crise de la dette. Donc je déconseille ça. Ouais. Il faut faire des économies, mais pourquoi refuser des hausses d'impôts, notamment sur les plus riches? On avait Aurore Lalucq pour la liste Place Publique, Parti Socialiste, qui était avec nous vendredi dernier, qui parle d'un ISF européen. Oui, mais ça, c'est un débat de fond. Moi, je trouve très bien qu'il y ait des riches et je trouve qu'il y en a pas assez. Elle nous explique que en pourcentage, ce qu'ils payent en impôts, en pourcentage de leur revenu, plus on est riche, moins on paye en pourcentage de son revenu. C'est choquant. Non, mais c'est un débat de fond. Alors déjà, quand même, je voudrais rappeler que la France, c'est pas de ma faute, hein, ce sont les données de l'OCDE, chacun peut les vérifier, est le pays le plus redistributif de tous les pays de l'OCDE. C'est vrai. Et donc, on a des prélèvements obligatoires qui sont redistributifs, on a des dépenses sociales aussi qui sont redistributifs, parce que vous avez les retraites sont plafonnées, par exemple, hein, donc voilà, ce qui est tout à fait logique. Et puis, vous avez aussi beaucoup de dépenses, d'aides, qui sont aussi redistributives. Bon, les APL, c'est redistributif. Non, mais taxer les milliardaires, les multimillionnaires, leur patrimoine... Ils ne sont pas taxés. Enfin, ils sont taxés, mais là où je vous dis que c'est un sujet de fond, et donc il est parfaitement logique qu'Aurore Lalucq tiennent ce type de discours, qui est parfaitement légitime. Mais moi, je considère qu'être milliardaire, c'est bien. Enfin, je considère que c'est pas grave. J'aimerais qu'il y en ait plus. C'est dit bien ni mal, elle dit que leur taux de taxation est plus faible que le commun des mortels en pourcentage de leur revenu. Enfin, écoutez, alors, on peut rentrer un peu dans la technique fiscale, mais ça, c'est vrai si vous prenez en compte les plus-values réalisables, donc des plus-values qui ne sont pas nécessairement réalisées, mais qui peuvent l'être potentiellement. Moi, je ne pense pas que la fiscalité doive rentrer dans l'ère du virtuel, si vous voulez. Donc, on peut aller sur ces sujets de technique fiscale, et on peut rentrer dans les détails, mais je ne suis pas sûr que la France y gagne. Et pourquoi ne pas taxer plus les rachats d'actions des grands groupes cotés, comme le souhaite Gabriel Attal, le Premier ministre? Parce que si vous taxez plus les rachats d'actions, pourquoi est-ce qu'il y a des rachats d'actions? D'un point de vue économique, qu'est-ce qu'on en pense? C'est une bonne chose ou pas qu'une entreprise rachète une partie de ses titres? Est-ce que c'est sain? Parce qu'on a compris que ça fait grimper le cours de bourse et l'actionnaire est content. Certains disent que cet argent pourrait être investi ailleurs, notamment dans l'entreprise. Mais en même temps, ça consiste à rendre aussi aux actionnaires une partie du capital qui leur appartient déjà. Donc, pardon, mais c'est pas répréhensible non plus. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué comme débat. Bah, c'est compliqué, mais parce qu'on l'explique mal. Parce qu'on se dit, en effet, les entreprises qui rachètent leurs actions, c'est de l'argent qui n'est pas réinvesti. Mais en fait, le raisonnement, il est à l'envers. Parce que si cet argent devait être investi, en fait, il le serait. Pourquoi est-ce que les entreprises rachètent des actions? Parce qu'elles ont beaucoup de cash et parce qu'elles ne trouvent plus d'opportunités d'investissement qui sont rentables. Donc, elles rachètent des actions. Si on met de la fiscalité... Pour faire monter le cours de bourse aussi, mais si on met pas naïf. Mais si on met de la fiscalité sur les rachats d'actions, il y aura plus de dividendes. Parce qu'en fait, c'est ça. Donc, elles distribueront davantage de dividendes. Et si on taxe plus les dividendes, vous savez ce qu'elles feront? Parce que je commence à le voir. Elles achèteront de l'immobilier, ces entreprises. Et donc, ça fera monter les cours de l'immobilier. Voilà. Donc, le sujet, c'est qu'elles considèrent qu'il n'y a pas suffisamment d'opportunités d'investissement. Donc, vous pouvez dire, on va taxer les rachats d'actions parce que ça fait bien. Ça ne rapportera rien. Ça ne changera rien. Ça ne rapportera rien. Ça ne rapportera rien, mais ça ne changera rien. Vous savez, de toute façon, de l'ingénierie financière qui fera en sorte que cet argent ne se retrouvera pas là où ceux qui veulent taxer les rachats d'actions veulent qu'il aille, c'est-à-dire dans les salaires ou dans l'investissement. Et dans les aides aux entreprises. Or, la Luc nous disait, Parti Socialiste, Place Publique, nous disait il faudrait conditionner, elle n'est pas contre. Voilà, elle dit si tout le monde doit faire l'effort, les riches, les entreprises, tout le monde doit faire des efforts, pas seulement les chômeurs qui devront cotiser plus longtemps ou qui auront moins d'indemnités. Il n'y a pas des aides aux entreprises qui sont mal ciblées, trop généreuses, ou qu'il faut conditionner à des objectifs sociaux, environnementaux. Alors, il y en a sans doute, mais je renvoie là aux travaux de François Ekal, qui est l'un de nos plus grands spécialistes des finances publiques, qui explique parfaitement que l'écart entre le taux de prélèvement obligatoire payé par les entreprises et les aides, ce qu'on pourrait appeler les prélèvements obligatoires nets, donc tous les prélèvements moins les aides, en fait, cet écart nous met dans les pays
qui taxe le plus, en fait, beaucoup plus que l'Allemagne, par exemple, que l'Espagne ou l'Italie, qui sont nos 3 principaux concurrents dans les pays de la zone euro. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on a des aides? En dehors de la réforme de l'État, il n'y a rien à faire à vous écouter. Bah oui. Pourquoi est-ce qu'on a des aides aux entreprises? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'en faire? Parce que les prélèvements obligatoires sont super élevés. Et donc, qu'on compense les prélèvements sur les entreprises par des aides. Pourquoi on fait le crédit impôt recherche? Parce que si on ne le fait pas, les boîtes étrangères ne vont pas venir en France parce qu'elles vont nous dire il y a trop de taxes, donc on ne vient pas. On ne le fait pas parce qu'on a envie de faire plaisir. Ah oui. La sous-indexation des prestations sociales, qui est une option pour... il y a 10 milliards d'euros d'économie qui est prévue cette année. Certains disent qu'il faudra aller plus loin. Ça, je pense de toute façon qu'on y viendra d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que, alors de toute façon, en plus, il y a moins d'inflation. Donc le sujet est un peu plus facile à traiter. C'est plus facile de faire de la sous-indexation à 1% quand l'inflation est de 2% que quand l'inflation est de 5%. Si voilà. Donc je pense que de toute façon, on va y aller d'une façon ou d'une autre. Parce que là, pour le coup... Même pour les retraités? Ouais, je pense, c'est même pas un souhait, mais je pense qu'on va y aller pour une raison qui est presque d'ordre comptable. C'est que là, vous faites des économies qui sont en milliards, voire en dizaines de milliards d'euros. Donc là, c'est gigantesque. Donc le gouvernement ne coupera pas à une sous-indexation des prestations sociales? Oui, je pense. Cette année, dans l'année prochaine? Je pense. Bah non, cette année, il n'y aura pas de budget rectificatif. Enfin. Et non, il n'y en a pas, il l'a dit, le président. Le président l'a dit. Donc de toute façon, maintenant, les débats, c'est les. Donc il est souhaitable, il est souhaitable de sous-indexer les prestations sociales en France? Ah, moi, je pense, oui. Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est un peu dur, mais si c'est une option qui est sur la table, je la soutiendrai. Oui. Il faut qu'on parle de ce livre, La civilisation de la peur, pourquoi et comment garder confiance en l'avenir. C'est intéressant, le sujet de la peur, évidemment. La peur, c'est franco-français? Le fait que ça domine comme ça les débats. Il y a une économie de la peur. En même temps, voilà, c'est pas. On sait bien que la peur fait vendre. Enfin, si les gens regardent les journaux et dès qu'il y a un titre alarmiste, tout le monde regarde. Enfin voilà, c'est. Vous venez de donner la clé en quelque sorte. C'est-à-dire que la peur, au fond, c'est un peu comme le sucre pour l'agroalimentaire, quoi. C'est-à-dire qu'il en faut un peu, mais les industriels en mettent excessivement pour notre santé. La peur, il en faut un peu parce qu'en effet, ça flatte l'intellect. Voilà, on est un peu excité par ça, mais on en met tellement que ça finit par avoir des conséquences sur la santé mentale. Et donc, ce que j'explique dans ce livre, c'est que les gens, et il y en a beaucoup, qui ne s'informent que par les chaînes d'infos en continu et que par les réseaux sociaux, en fait, ont une vision du monde, qui est une vision du monde qui ne correspond pas à la réalité, qui est exagérément négative par rapport à ce qu'est le monde. Moi, je ne nie pas les problèmes. Enfin, on se connaît depuis longtemps, on parle du déficit, mais on peut parler du décrochage européen par rapport aux États-Unis, des problèmes de sécurité, géopolitique, etc., de réchauffement climatique, donc tout ça existe. Les problèmes du monde sont angoissants. On le voit bien sûr, mais je dis 2 choses. Je dis d'une part, le monde ne se résume pas aux problèmes, il y a aussi des choses qui vont mieux, il y a énormément d'innovations dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, l'accès à la culture n'a jamais été aussi large et aussi peu coûteux, donc il y a des choses formidables. Et je pense en plus qu'on sous-estime notre capacité collective à résoudre ces problèmes. Par exemple, toutes les innovations extraordinaires qui permettent de décarboner notre économie et d'aller parfois même plus vite que les objectifs qu'on s'était fixés. La France est un bon exemple pour ça. L'économie française, elle se décarbone vite. L'économie britannique se décarbone super vite. De toute façon, les pays riches, aujourd'hui, ont le niveau d'empreinte carbone du début des années 70. Donc, c'est bien. Et donc, on y va. Donc, on va réussir à décarboner notre économie. Et peut-être même, on va réussir à atteindre les objectifs des accords de Paris. En tout cas, pour les pays riches, pas pour la Chine ou l'Inde. Mais le Royaume-Uni, par exemple, est sur une vitesse de décarbonation qui la met à la neutralité carbone en 2050. Donc, les gens de la décroissance, ils ont tout faux, ils se trompent sur tout. Ils se trompent du point de vue écologique, ils se trompent du point de vue économique. Donc, il ne faut pas désespérer les gens en leur disant on n'y arrivera pas, parce qu'on a pris le bon chemin. Moi, c'est ça ce que je veux dire. En même temps, la peur est légitime, je pense pas. Par rapport à l'IA, l'intelligence artificielle, on a plein de rapports, mais de rapports qui disent que des millions d'emplois, des centaines de millions d'emplois sont menacés. Déjà, l'innovation a toujours fait ce rôle de destruction créatrice. Voilà. Et en fait, il y a des emplois qui ont disparu. En général, c'était les plus pénibles. Donc le fait que la vendière, ça ait disparu, c'était un emploi qui était une espèce d'emploi patriarcal d'oppression des femmes, si vous voulez, donc, qui n'était même pas payé d'ailleurs. Bon. Donc l'innovation, elle détruit ce type d'emploi. Mais en fait, l'innovation ne va pas tuer le travail. Déjà, ces rapports qui nous disent l'IA va supprimer, je ne retiens même pas les chiffres, 100 millions, 300 millions d'emplois. 300 milliards aussi, enfin on peut y aller, on n'en sait rien, ça dépend des usages, mais surtout un emploi. Vous, David,
vous faites plein de trucs différents dans la journée. Mm. Vous ne faites pas une tâche. Votre métier de producteur, de journaliste, d'animateur, c'est une succession de tâches. Donc l'IA, elle peut éventuellement supprimer une tâche, mais elle ne va pas supprimer votre métier. Et ce que je dis là, c'est vrai pour 95% des métiers. Donc le sujet n'est pas de savoir s'il y aura toujours des médecins demain. Il y en aura. C'est comment ils vont utiliser l'intelligence artificielle, comment ils pourraient déjà l'utiliser davantage aujourd'hui. À mon avis, ce serait très bon pour notre santé. De productivité, c'est qu'a priori, ça sera au détriment de l'emploi. Non, pas forcément, parce que ça peut se redéployer dans les salaires, ça peut se redéployer dans la qualité du service. Bien sûr qu'il y a des emplois qui vont disparaître. Traducteur n'est pas un métier qui a un très grand avenir, bien évidemment, mais on nous dit comme si c'était une menace. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'au fond, elle attaque les métiers qui sont les métiers des plus diplômés, etc. Ce qui est différent, mais c'est bien en fait, parce que ce sont les gens qui vont avoir le plus de facilité à redéployer leur savoir-faire ou à développer d'autres savoir-faire. Donc le sujet de l'intelligence artificielle qui est énorme, c'est comment on l'utilise dès maintenant, au lieu de se faire des films sur la fin du travail ou la fin de l'espèce humaine, hein, parce que j'entends ça aussi, donc on arrête avec ça, c'est comment on l'utilise aujourd'hui. La peur, elle freine la croissance, ça c'est un point de vue ou c'est documenté? C'est parfaitement documenté, parce qu'en France, comment elle la freine, elle la freine, on en parle beaucoup aujourd'hui, par les normes, par l'excès de normes. Un risque, une norme. Un risque, une interdiction. Oui, donc ça freine la croissance. C'est une question de précaution dans la Constitution et de sécurité. Les Français veulent la sécurité, donc il faut de la norme pour qu'il y ait la sécurité. Justement, le problème, c'est que trop de normes, c'est pour ça qu'on fait les rencontres de la simplification en ce moment. On pourrait aller beaucoup plus loin d'ailleurs, mais si on le fait, c'est parce qu'on voit bien que cette normalisation excessive de l'économie, elle génère des problèmes de croissance, elle freine l'innovation. Donc oui. Et c'est franco-français ou c'est pas? Alors, non, c'est mondial, mais c'est encore plus vrai en France, parce qu'en France, on a déjà cette idée de l'État, Dieu ou Père, qui doit nous protéger de tout et qui doit régler tous les problèmes. Et puis avec un débat intellectuel en France, qui est un débat toujours très, très négatif, hein, puisque la figure de l'intellectuel en France, c'est une figure grave, triste, pessimiste, ça ne va pas, quoi. Ça va jamais aller. Comment on redonne confiance? On redonne à ceux qui nous regardent, à ceux qui ont peur pour des raisons légitimes, parce que pardon, on peut être lucide aussi sur les problèmes du monde et sur les problèmes de la France. Pardon, les problèmes dans les hôpitaux, l'éducation qui décroche, l'endettement. Pardon, il y a quand même de quoi. J'ai jamais dit le contraire. Mais ces problèmes, justement, on peut les résoudre. Donc, pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on a moins peur? En ayant un état d'esprit qui est orienté vers les solutions. Tout ce que vous venez de dire est vrai, mais l'hôpital, on peut le changer. Notre système de santé, il était l'un des meilleurs au monde il y a 20 ans. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, hein, mais il peut parfaitement le redevenir. À partir du moment, il faudrait y consacrer une émission, mais où on change un certain nombre de choses, notamment dans l'organisation. On n'arrive pas à s'entendre dans les débats. Les débats sont devenus hystériques aujourd'hui. Ah bah oui, mais pas moi justement. Ouais, mais pas vous. Alors ça, vous avez raison. Mais il y a des gens dans le débat public aujourd'hui quand même. Je peux citer le nom de quelques amis, Olivier Babot, Chloé Morin, Pierre-Henri Tavoyot. Enfin, on essaie de remettre un peu d'ordre et de sérénité dans le débat. Donc ça, vous avez raison. Le débat public est devenu une crise d'hystérie, une cacophonie. Mais moi, je vois bien avec le livre, il y a quand même… Qui mène à quoi d'ailleurs? Ça mène à rien. Non, mais ça fait le lit de qui, hein? Vous le savez très bien, ça fait le lit des populismes, c'est-à-dire les Insoumis, le RN, etc. C'est complètement évident, parce que eux, leur job, c'est de canaliser la peur à leur profit, en fait. C'est là où les… C'est le rôle de tous les politiques aussi. Les politiques vont profiter de la peur. Hein. Pardonnez-moi, quand vous êtes insoumis, vous canalisez plus, je suis désolé, hein, mais vous utilisez plus la peur à votre profit que quand vous êtes de centre-gauche ou de centre-droit. Hein, pardon. Donc eux, ça leur profite, parce qu'ils savent très bien faire ça. Mais nous, justement, les gens qui réfléchissons bien, il faut qu'on arrive à c'est la question que vous posez, à construire un discours réaliste, lucide, enthousiasmant pour l'avenir. Et on a de la matière pour ça. Pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir? La civilisation de la peur, c'est signé Nicolas Bouzou aux éditions XO, à lire évidemment. Merci. Merci David, merci beaucoup. Bye bye, salut. À la prochaine.